Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour les bases, pour les personnes qui ne savent pas du tout comment utiliser Overleaf. Ça peut paraître imposant et impressionnant comme ça, mais en réalité si on veut faire les bases, c'est-à-dire écrire du texte, modifier un template qui a déjà été écrit par quelqu'un, on peut s'y retrouver assez facilement. Après, je vais vous donner au fur et à mesure de ce tuto des petits conseils pour approfondir. De toute manière, si on veut écrire un document de A à Z, faut être assez curieux et chercher sur internet, etc. Mais déjà une première approche pour savoir utiliser un peu les bases. Donc déjà quand on ouvre Overleaf, on se retrouve sur un menu comme ça sur son compte avec nos différents projets. Et on peut les organiser si on décide. On peut faire un nouveau dossier, par exemple là je vais écrire CV, choisir une couleur, et là je peux ranger mes documents qui concernent mes CV dans le libellé correspondant. Voilà, et comme ça fait un peu plus organisé. Les templates comme ça peuvent être utilisés pour faire plusieurs choses avec Overleaf, des CV, des rapports, des livres, des PowerPoints. Et on peut trouver des templates assez facilement en réalité. Déjà, tous les articles de journaux ont leur template en LaTeX. En fait, Overleaf, c'est un outil en ligne qui permet d'utiliser un code qui s'appelle LaTeX, mais il y a plusieurs choses qui permettent d'utiliser le langage LaTeX. Ça peut être très bien un logiciel en local ou des outils en ligne, un peu comme par exemple ce qu'on fait avec MATLAB. C'est du langage MATLAB, mais on peut l'utiliser en ligne, on peut l'utiliser avec Octave, on peut l'utiliser avec d'autres choses. Donc là, on utilise aujourd'hui Overleaf, mais ce qu'on va voir dedans, c'est du code LaTeX. Par exemple, un template assez simple à trouver, on met thèse du coup LaTeX, vu que c'est du langage LaTeX. Pour les thèses de l'EA à l'université, par exemple, c'est assez facile à trouver. En plus, on fait Open as template, et puis là, on va voir le template pour écrire des thèses de l'université du Havre. Bon, celle-ci est obsolète, bien sûr, ce n'est pas à jour. Mais voilà, on trouve ensuite le template pour avoir une page qui ressemble à ça, avec les exemples des chapitres, etc. Donc là, maintenant, c'est sur mon compte. Et je peux le retrouver du coup ici, page couverture thèse. Il s'est mis tout seul dans mes dossiers. Donc là, on va commencer avec un exemple. Qu'est-ce qu'on a quand on a un document LaTeX? C'est composé en deux grandes parties, trois si on compte la partie de gauche pour mettre nos figures, etc. Mais grosso modo, on a la partie à gauche ici où on écrit du coup en LaTeX. C'est un peu, c'est de l'écriture brute, c'est pas joli, c'est pas mis en forme quoi. Et donc quand on fait une modification ici, on doit cliquer sur recompile pour avoir l'affichage à droite. Donc le texte qu'il y a ici en brut, eh bien ça permet d'écrire tout ça. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est assez variable, c'est complet. En fait, de toute manière, LaTeX, c'est un langage open source, du coup, ça va toujours s'adapter à l'utilisateur. Et d'utiliser du LaTeX et Overleaf, ça permet vraiment de se défaire d'une charge mentale parce que tout est automatisé. Et de toute manière, là, avec les outils internet, même si on a un problème, on peut demander tout simplement à ChatGPT, il est assez fort pour nous débloquer en fait. Donc c'est pas très compliqué si on comprend un peu le fonctionnement.
Par exemple, ici, j'ai une table des matières qui s'est écrite évidemment toute seule, où tout est cliquable. La puissance de LaTeX, c'est aussi d'avoir des figures cliquables également, mais ça se fait absolument automatiquement. Ce n'est pas moi qui écris figure 1.0.1. Si je vais mettre une figure au-dessus de celle-ci, ça va se mettre à jour toutes les figures suivantes. On en parlera un peu après. La puissance de LaTeX, c'est quoi aussi? C'est de numéroter par biblio automatique. On en parlera également. Voilà, ça crée une biblio avec un style qu'on peut choisir absolument. Là, c'est pas moi qui écris la biblio, j'ai exporté de, par exemple, moi j'utilise Zotero pour ma bibliographie. Voilà, tout ça. Ok, comment ça marche? Donc là, on a une page de garde et la page de la table des matières qui se fait toute seule. Mais nous, on va s'intéresser au premier paragraphe. Donc quand on double-clique ici, ça nous renvoie sur le texte correspondant à gauche. De même ici, si je double-clique là, ça va changer à droite pour me mettre sur la page correspondante. Ou sinon, il y a les flèches, voilà, pour passer, enfin pour trouver où le texte correspondant à la mise en page qui est ici. Par exemple, si j'écris quelque chose, ceci est une phrase test. Eh bien, on voit qu'il n'y a rien qui se passe à droite. Pourquoi? Parce que j'ai pas recompilé. En fait, de recompiler, ça va permettre de mettre à jour ce qui s'est passé. Donc là, en recompilant, hop, ma phrase s'est ajoutée. On la voit apparaître. Les soblines, ça provoque pas des soblines, il faut mettre double barre. Hop, là, on va avoir un sobline qui va apparaître. Voilà, déjà, première approche assez simple pour écrire du texte. Ensuite, pourquoi il y a écrit par exemple section introduction? Eh bien, c'est pour mettre du coup en gras. Et le fait de mettre section, il va savoir que c'est une partie et donc il va la numéroter et il va la prendre en compte dans la table des matières qui se fait automatiquement. Tout ce qui est écrit en section là, et bien en fait ça va faire partie de la table des matières en gras, et tout ce qui est en subsection, ça va être partie de la table des matières en écriture normale. Et on peut faire comme ça plusieurs parties très organisées où on n'a pas besoin de mettre les numéros parce que tout va se faire tout seul. Là, j'ai rajouté en dessous introduction une sous-partie avec subsection. Et on va le voir apparaître dans la table des matières alors que je n'ai aucunement changé la table des matières. Voilà, ça s'est rajouté. Et je crois qu'on peut faire 3 subsections comme ça. On va voir. Subsection. Hop. De toute manière, faire des petits tests pour voir si ça marche ou pas, mais quand on comprend la mécanique, c'est assez intuitif. Celles-ci sont toutes numérotées. Hop, voilà, ça m'a fait une sous-partie. Et après, bien sûr, je peux écrire. Et ça n'apparaîtra pas du coup dans la table des matières. Si je veux pas que ce soit numéroté, hop, petit astérix. Et c'est pareil, les équations aussi sont numérotées toutes seules, c'est incroyable. Et pareil, si je veux pas que mon équation soit numérotée, je mets un petit astérix par exemple. Là, hop, ma sous-partie, voilà, je veux pas qu'elle soit numérotée, elle n'apparaît pas dans la table des matières. Et comment ça apparaît ici? Eh bien, comme ça. Là, numéro, et là, c'est pas numéroté. Mais c'est une sous-section, donc ça apparaît quand même en gras. Voilà pour cette approche. Pour ajouter des figures, c'est
un petit texte. On ne peut pas le deviner bien sûr si on ne sait pas, mais il faut faire du coup un begin. Après on lui dit begin quoi figure. Voilà, et là ça met le texte tout seul de ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, centering c'est pour centrer la figure au milieu de la page. Width c'est pour la taille. Là c'est pour mettre du coup le chemin entre guillemets de ma figure. Le chemin c'est quoi? En fait ici on va pouvoir mettre toutes nos figures et nos images. On peut faire même des dossiers, donc par exemple moi j'ai mis mes logos dans un dossier logo, etc. etc. Et en fait on va les importer comme ça en les mettant directement soit de notre ordinateur, soit des autres projets qu'on a pu faire. C'est incroyable, du coup on n'a pas besoin de tout réimporter à chaque fois de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur internet sur n'importe quel ordinateur et toutes les figures restent là. Et donc je vais lui dire que ma figure, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, celle-ci, qui s'appelle confmono. Alors je vais pas prendre un PDF, je vais prendre un PNG. Je prends convergence f.png, hop. Je double-clique pour revenir sur mon texte. Donc je vais lui dire qu'elle se trouve dans le dossier image. Voilà, donc elle se trouve dans le dossier image. Il va me proposer de toute manière des possibilités et par exemple celle-ci. Voilà, caption, bah, c'est pour mettre le titre. Et du coup, ça va apparaître, donc je recompile bien sûr pour pouvoir voir ce qui s'est passé, et ça va apparaître à droite, la nouvelle figure que j'ai mis. Incroyable, on a une nouvelle figure qui vient d'apparaître. Alors, le label c'est quoi? C'est un outil aussi indispensable quand on fait du latex et du overleaf parce que ça nous fait économiser un temps monstre. Le label c'est quoi? En fait on va mettre ici quelque chose qui va rester en interne, ça va pas apparaître sur l'écran. Par exemple, c'est la figue de l'exemple. Donc je mets un label qui s'appelle figue de l'exemple. Hop, je fais un CTRL-C de ce petit texte qui apparaît en violet. Et là on voit que c'est la figure 1.1.1. Ça s'est mis tout seul parce que c'est dans l'ordre de toutes mes figures. C'est la première figure de ma partie 1 et de ma sous-section 1. Et donc si je dis comme il est illustré sur la figure, et là je vais pas mettre la figure 1.1.1 parce que si je rajoute une autre figure au-dessus, le numéro il va changer mais mon texte il va pas changer. Donc ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre une référence pour moi, je mets le label exact que je viens de renseigner, comme il est illustré sur la figure ref fig exemple. Et bien lui il va comprendre qu'il va faire référence à cette figure là, et donc il va mettre la figure 1.1.1 dans le corps de mon texte. Et ça va faire un lien cliquable pour quand c'est exporté en PDF qui va directement ramener sur la figure. Alors vraiment, il faut que je trouve le texte. Hop, hop, hop. Comme il est illustré sur la figure, laquelle? Celle-ci. Super. Donc c'est super puissant. Ça marche aussi pour les références bibliographiques. Bon. Admettons là, tout ça. J'ai pas écrit crochet 2, j'ai pas écrit crochet 3. Moi, ce que j'ai écrit, c'est quoi? J'ai écrit site. Donc, les refs, c'est pour tout ce qui est figure, équation, annexe aussi. On peut faire ça dans les annexes.
Et site, c'est pour tout ce qui est biblio. En fait, là j'écris site et j'ai mis la référence que je voulais. Cette référence-là, comment je la connais? Alors, j'ai pas Zotero sur cet ordinateur-là, mais c'est assez simple. Quand on va dans Zotero, on a la possibilité d'exporter du coup un dossier en .bib. Donc là, j'ai exporté un dossier en .bib. Ensuite, donc c'est enregistré en local sur mon ordinateur et je l'ai glissé là. Soit je glisse là, soit je l'importe de la même façon qu'une photo. Et donc là, on va voir quand on clique dessus que tout, absolument tout est rentré. Toutes mes références, toutes les datas en fait. Donc là, le premier truc qu'il y a, c'est ce que j'ai écrit pour que ça apparaisse ici. Ensuite, il y a le titre. S'il y a des erreurs, si ça passe pas, si c'est en majuscule qu'il faut mettre en minuscule, c'est ici directement qu'on peut modifier. Il y a l'URL, le TOI, l'abstract. Bon, l'abstract, ça apparaît pas dans la biblio, mais voilà, il y a tout quoi. Il y a la date, tout. Et du coup, c'est avec le premier truc là que en fait ça va être mis comme ça. Mais pour ça, il faut du coup faire une section. N'ayez pas peur, on dirait que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Moi j'ai décidé de le faire, donc on peut écrire ça à la fin de notre texte hein, sans problème, et moi j'ai décidé de faire une section. On va revenir sur section juste après. Mais pour pas perdre notre fil sur la biblio, en fait c'est une petite ligne, voilà, qui est ce que je viens de surligner là, bibliographie style, et ensuite on a une typo qui va permettre de comprendre à la tech que là, ok, maintenant on veut quoi à cet endroit-là du texte? On veut que toutes les sites qui ont été mises dans le texte avant vont apparaître dans le corps du texte. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une section qui s'appelle bibliographie. Donc ça m'a numéroté en 6 parce que c'était la 6e section de mon papier, de mon document. Et là j'ai mis ça pour lui dire que ok, c'est dans ma section qui s'appelle mathèsezotero.bib, c'est celle-ci que je vais utiliser. Celle-ci c'est une biblio que j'avais importée d'un autre document dans Overleaf, et celle-ci c'est que j'ai importée en interne, et du coup je lui ai renseigné que c'était celle-ci auquel il fallait qu'il fasse référence. Et c'est grâce à ça que ce style-là apparaît comme ça. Mais vous trouverez sur internet des milliers et des milliers de styles. Et chaque journaux a un style bien particulier. Moi j'apprécie celle qui s'appelle IEEETR parce que ça met en minuscule d'abord première lettre, ensuite en côte le titre du papier, et en italique le journal, tout ça. L'ordre et la graphie en fait de toute la biblio, c'est régi par ces petites lettres là. Il y a plein d'autres styles sur internet. Voilà. Alors, pour revenir au texte, on va revenir là. Je voulais vous dire que aussi tout ce qui est en pourcent, du coup, ça n'apparaîtra jamais dans le corps du texte. Parce que c'est des commentaires, voilà, comme du code. Aussi, autre information utile, la Overleaf a une possibilité de correction orthographique, pas grammaticale mais orthographique, donc tous les mots qui sont mal orthographiés. Comment on va dans menu, et là le spell check, moi je l'ai mis en français, vu que là en ce moment j'écris en français, mais c'est très utile aussi de le programmer en anglais. Et puis dès qu'il y a des mots qu'il connaît pas tout, hein, par exemple un sonnet, bon peut-être que moi du coup je l'ai mis par défaut, mais voilà, tous les mots qu'on veut, j'invente un mot, je sais pas, ça, si je veux que ça devienne un mot, il comprend que c'est pas un mot, mais si je veux que ça devienne un mot, je suis add to dictionary, et puis comme ça, il ne me mettra plus en rouge les autres fois. Mais globalement,
et il corrige assez bien les mots qui n'existent pas. Donc ça c'est cool. Ok, j'avais dit que j'allais vous parler des sections. Donc ça c'est si on veut faire un peu plus profondément quelque chose, c'est-à-dire un document un peu plus gros, avec plein de parties, etc. On va décomposer chaque partie de notre texte en plusieurs sections pour y voir plus clair ou autre. Donc, par exemple, moi, j'ai décidé de faire une section pour presque chaque partie. Il y en a une pour la conclusion, une comme vous avez vu pour la bibliographie, une pour l'annexe, etc. Et en fait, c'est tous les points texte que vous voyez à gauche. Alors, ça, c'est la section conclusion. Dans la section conclusion, je trouve tout le texte que je veux qui va concerner quand je clique sur conclusion. Parce que j'ai mis section ici, rappelez-vous. Donc tout ça, c'est le texte, voilà, de la conclusion. J'ai fait un pour la biblio, alors forcément il n'y a pas beaucoup de texte parce que elle est automatique. Une pour les annexes. Voilà. Et je vous avais dit que pour les annexes, on pouvait aussi faire des labels et des refs. Donc c'est comme ça, juste après la subsection ou la section, on va mettre label et on va mettre la code qu'on veut de notre label. En fait, c'est pas juste les annexes, hein, c'est toutes les sections de manière globale. Mais ces sous-parties-là, comment il sait, Overleaf, quelle section apparaître après la suite de quelle section? Alors ça, c'est régi dans quelque chose qui, en général, s'appelle, que je vais retrouver, main. Voilà. Dans main, ce n'est autre que du coup, il y a certains packages qu'on va rajouter ici parce que des fois, on a besoin de des commandes particulières, etc. Et ces packages-là, on va les rajouter au tout début pour faire des choses qu'on veut. C'est avant le corps du texte, en fait. Donc, quand on a un template que quelqu'un fait, en général, tous les packages ils sont déjà importés pour bien visualiser tout ce qui est écrit. Mais voilà, on peut en avoir besoin de temps en temps si on veut faire des tableaux, des trucs spécifiques, des couleurs, etc., etc. Par exemple, là c'était pour des couleurs. Voilà. Ensuite, après tous les packages qu'on trouve, on va avoir. Donc, ça c'est pour la page de garde. Hein. Toutes les pages de garde sont différentes. Mais voilà, une importation des logos, etc., etc. Avec les informations. Et ensuite, après tout ça, qu'est-ce qu'il y a? La table of content, c'est la table des matières qui se fait automatiquement avec les sections, les subsections et les sub-subsections. Voilà, nouvelle page. Et puis ensuite, les inputs ici. Voilà, c'est ça en fait. Il lit d'abord input de ma section. Moi, je les ai mis dans un truc que j'ai appelé. Bon, c'est pas une bonne idée d'avoir écrit section parce que voilà, ça peut porter à confusion avec les sections d'Overleaf, mais ce dossier-là, c'est moi qui l'ai créé. On va dire que c'est mes parties. J'aurais pu renommer mes parties. Ici, du coup, j'aurais dit dans le dossier mes parties. Je veux qu'il y ait l'introduction.tech qui soit écrite en premier dans mon texte. Ensuite, je veux qu'il y ait ma partie état de l'art, ensuite méthodo, ensuite résultat. Et là, vous voyez, j'ai commenté une partie parce que je ne voulais plus qu'elle apparaisse dans le corps de texte au moment où je recompile. Et donc c'est comme ça en fait qu'on organise son travail. Et tout ça, eh bien je le retrouve. Donc là, n'oubliez pas, on est dans main.tech. Ensuite, si je veux voir ce qu'il y a dans introduction, et ben je trouve la partie introduction, etc., etc. État de l'art, méthodo,
tout ça, tout ça, tout ça. Et donc c'est cette partie-là, milieu semi-infini, que j'ai décidé de ne pas faire apparaître dans mon corps de texte. Donc tout ce que j'ai écrit là, en fait c'est des notes. Et si je veux le faire apparaître, j'enlève le commentaire. Mais moi je ne voulais pas que ça apparaisse dans mon corps de texte. Voilà. Donc ça c'est pour les parties et les sous-parties au sein d'un document Overleaf. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quelque chose d'intéressant aussi dans Overleaf, c'est évidemment l'écriture des équations. Bon, il y a les tableaux, vous trouvez des modèles très facilement sur internet pour des tableaux, mais encore une fois, c'est pas comme dans Word, on va pas faire des cases et tout, c'est du code quoi. Donc là, c'est dans Méthodo, je clique sur Méthodo, et hop, pour trouver mon texte. Pareil, les tableaux aussi, on peut les mettre en label ou en ref pour en faire référence. Là encore du texte, là dans mon texte j'avais mis en ref mon tableau. C'est incroyable la puissance du truc. Ok, donc là, voilà, tout ce... Alors, à partir de begin table jusqu'à end table, tout ça, c'est très laid à gauche. Mais c'est ce qui résulte de ça à droite. Donc, on pourrait voir plus précisément en détail, mais c'est un nombre de colonnes, etc. Pour mettre des barres, c'est le petit end. Pour mettre des lignes en noir, c'est hline, etc., etc. Puis pour les couleurs aussi, on peut gérer avec blue. Il y a une infinité de coloris, bien sûr, puisque 20 c'est le degré de couleur, donc vous imaginez bien qu'il y a toutes les couleurs possibles et inimaginables. Si on veut plus foncé ou moins foncé, c'est le pourcentage à côté. J'avais dit que c'était très très important de vous parler des équations. Admettons celle-ci. Alors, comment je vais la retrouver? Voilà. C'est celle-ci. Donc, pareil, on veut begin. On va begin quoi? Une équation. Là, par exemple, je décide qu'elle ne soit pas numérotée, donc j'ai mis un astérix. Et pareil, on peut mettre un label, je pense que c'est ici, je sais pas. Label je sais pas, je vais mettre DC. Comme démontré en équation ref. Et du coup, j'ai mis quoi? DC. Il faut remettre exactement ce qu'il y a écrit là. Je pense que c'est comme ça. Hop. Là, grâce au correcteur orthographique, je peux modifier mon texte. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire une équation. Je ne veux pas qu'elle soit numérotée par un numéro, donc astérix. Et en dessous, il y a une équation où il n'y a pas d'astérix, donc il va y avoir un numéro. Et je veux qu'elle soit labellisée avec, en référence du numéro, le même que celui que j'ai demandé dans la phrase pour qu'il apparaisse dans le corps de texte. Est-ce que c'est bien ce qu'on va avoir sur l'écran de droite? Alors, premièrement, on a bien 1 plus 1 dans le begin équation. Donc voilà, et il n'y a pas de numéro ici parce qu'il y a astérix. Et ensuite, dans la phrase, comme démontré en équation 3.2, hop, c'est laquelle la 3.2? Je clique et ça me met directement que c'est celle-ci. Et du coup, c'est le même que le numéro qu'il y a là. Alors, c'est très précis pour les équations, c'est très pratique. Au début,
on comprend pas tout ce qui se passe, mais en réalité c'est assez simple. Et sur Word, en vrai, il y a presque la même typo pour écrire des équations. Par exemple, pour une équation avec une fraction, on va mettre anti/frac. Dans les accolades, les premières accolades, ça va être tout ce qui va être en numérateur. Et dans la deuxième accolade, c'est tout ce qui va être au dénominateur. Tout ce qui est en indice, avec le petit c par exemple, ça va être avec un tiret du bas. Donc, si je mets des crochets, c'est la même chose. Tout ce qui sera dans les crochets, en fait, ça sera en indice. Aussi, donc voilà, donc ça c'est assez simple. On peut demander maintenant avec internet comment on fait, je sais pas, une division, multiplication, tout ce qu'on veut, des intégrales aussi. Comme ça, il peut y avoir aucune confusion. Tout ce qui sera dans l'intégrale, ça sera de l'accolade là à l'accolade là. Ça sera très précis en fait. Tout ce qui est en puissance, c'est avec le chapeau là. Mais si je veux plusieurs choses dans ma puissance, je rajoute des accolades. Et comme ça, il sait que tout ce qui est en puissance, c'est tout ce qu'il y a dans l'accolade. Il y a des outils très puissants maintenant qui permettent de prendre en photo une équation écrite avec un stylo à la main, papier ou en PDF prise en photo imprimée. Ça s'appelle par exemple Snip, qu'on télécharge via le App Store sur le téléphone. On prend en photo et ça va écrire tout ça en écriture LaTeX, tout seul. Ça peut être des matrices énormes, ça peut être des intégrales, tout. Et ça va l'écrire tout seul en écriture LaTeX. Ensuite, on fait un simple copier-coller, on met dans le corps de texte et bam, ça nous fait des équations magnifiques. Une petite chose, si on veut écrire des pourcentages, du coup, si vous avez bien compris, c'est pour les commentaires. Évidemment, donc si on veut que ça apparaisse comme un vrai pourcent, on met juste un petit anti-slash devant le pourcent afin qu'il apparaisse dans le corps de texte. Voilà. Il y a 10% d'erreur. Voilà. Si j'avais mis pas l'anti-slash, du coup, vous avez compris, tout ce qu'il y a après le pourcentage, c'est des commentaires. Donc ça va juste apparaître, il y a 10%. Voilà, on peut faire des listes. Par exemple, les tirets là, ça c'est des items. Voilà, begin itemize avec item. Premier tiret, tout ce qu'il y a dans le tiret. Deuxième item, tout ce qu'il y a dans le tiret, etc. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Pour mettre des couleurs, il y a aussi une commande. Voilà, après, il faut être curieux et chercher sur internet, quoi. Faire des tableaux. On peut même faire des dessins si on veut, mais voilà. On peut mettre des figures. Moi, j'essaye de mettre des figures en vectoriel pour perdre le minimum de résolution. Par exemple, celle-ci, c'est du vectoriel. Tout ce qui est PDF de PowerPoint, c'est du vectoriel. Le format SVG, c'est du vectoriel. Tout ce qui est PNG, etc., c'est pas vectoriel. Donc, est-ce que... Non. Ah, je l'ai mis en PNG, donc c'est pas du vectoriel. En revanche, celle-ci, c'est du PDF Tech, donc c'est du vectoriel. Du coup, voici l'écriture pour les figures en vectoriel en .pdf Tech. Donc ça va être tout ce qui est sur... comment il s'appelle, Inkscape. C'est un logiciel de dessin en vectoriel. Après, il y a une option dans Inkscape pour exporter soit en SVG, soit en PDF, etc. Et pour que ça reste en vectoriel dans Overleaf, il faut que ce soit un fichier PDF Tech, comme ça. Et après, on l'exporte avec cette typo-là. Il est où mon petit sous-marin? C'est ce là. Non. Du coup, dans mes figures,
dans Images, ça va être... Allez, Sonar. Je ne le retrouve pas dans mes images, mais en tout cas, c'est vectoriel. Ah, il n'est pas dans le dossier image. Sinon, je l'aurais mis là, qu'il était dans un dossier image. Donc, il doit être mis dans aucun. Voilà, il est mis dans aucun dossier. Donc, il y a le PDF là qu'on peut visualiser, et il y a le PDF texte qu'on ne peut pas visualiser, puisque c'est du vectoriel et qu'il faut passer par voilà, cette écriture là. Quoi d'autre? Ça, c'est tout ce qui est disponible sur la version gratuite. Après, encore une fois, il y a plein de choses possibles. Donc là, j'ai commencé un document qui est, je crois que c'est voilà, pour Overleaf, hein, il le considère comme article. Donc il va y avoir des features, des types d'écriture spécifiques à l'article. Après, on peut écrire des livres, ou là, ce sera plutôt du coup des chapters, etc. etc. Donc c'est ici le type du document. C'est du coup dans main, hein, le dossier main initial que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on peut changer du coup l'écriture, la taille de la typo. Et sur la version payante, ah oui non, je vous ai pas dit, ça c'est encore sur la version gratuite. On peut mettre des commentaires. Hop, un commentaire. Et tous les collaborateurs peuvent répondre. On peut partager avec quiconque, soit il peut le modifier, soit il peut juste regarder. Avec des gens qui ont une adresse mail, on peut n'en envoyer qu'à 2 personnes. Juste en envoyant avec le lien, on peut l'envoyer à un nombre infini de personnes. Donc là, je vais copier-coller ce lien à quelqu'un, je l'envoie, hop, il peut aussi écrire en même temps que moi sur le dossier. Si j'ai une erreur, la gestion des erreurs dans la tech, ok, ça on n'a pas vu. Admettons, je fais une équation, begin équation, voilà, et que je mets hop, mais là, par mégarde, j'ai oublié quelque chose indispensable à la tech pour qu'ils comprennent que ce soit la fin de l'équation. Donc c'est du code, quoi. C'est quelque chose de faux qu'il ne pourra pas interpréter. Déjà de 1, il vous prévient. Attention, unclose begin equation. Et c'est en rouge. Mais si tout de même on l'a pas vu parce qu'on est passé par mégarde et qu'on décide de compiler avec une erreur, eh bien la tech, il se peut qu'ils ne comprennent pas. Là, c'est une erreur mineure, donc il a compris, mais des fois, ça ne pourra pas s'afficher. Et il va vous mettre des petits numéros ici en rouge. Quand on clique dessus, il va dire les erreurs. Il va vous expliquer quelles sont les erreurs, en fait, et à la ligne à laquelle c'est. Donc, si vous avez des erreurs en orange, c'est des choses pour vous prévenir qu'il y a quelque chose qui manque, mais c'est pas grave pour la compréhension du langage qui soit compilé. Si c'est des choses en rouge, là, ça va poser problème dans votre document. Là, il me dit à la ligne 68, ah, il y a un truc qui va pas. Effectivement, c'était ça. Et si je clique là, ça va me mener directement à la ligne 68. Ok, maintenant je peux compiler, tout va bien, je n'ai plus d'erreurs en rouge, j'ai des erreurs juste en orange, donc qui sont mineures. Ok. Aussi, on peut, dans la version gratuite, voir tous les changements menés par tout le monde dans les 24 dernières heures. Donc ça va apparaître en bleu, c'est sur l'onglet historique.
Est-ce que je peux retourner? Hop, oui voilà. Là je suis plus dans l'historique. Ok. Là, du coup, ben, c'est pour download le PDF. Là, ça m'exporte mon document en PDF, où c'est toujours cliquable, hein, parce que c'est du PDF. Les sections, les biblios sont toujours cliquables. Super, ça va télécharger la dernière version compilée par le logiciel. Ensuite, ça c'est tout ce qui est dans la version gratuite. Dans la version payante, on peut faire des reviews. Ça va fonctionner de la même façon que sur Word, les reviews. C'est la même chose, vraiment. Par exemple, ce document, non, pas ce document. Ce document fait partie de la version payante. C'est très simple, c'est basique. Mais là, dans Track Changes, je peux mettre, donc, admettons que c'est en off, je peux toujours écrire. Il n'y a rien qui se passe. Voilà, super. Mais si je mets en on, quand j'écris, oups, j'ai pas cliqué, quand j'écris, voilà, ça va faire une review comme sur Word, vraiment. Ça va me dire que ça a été ajouté, que ça a été, hop, supprimé. Ça va me faire des notifications en fait à chaque fois. Et je peux choisir qui va être en track changes, qui va avoir les reviews ou pas. Si je veux que ce soit juste les gens avec qui j'ai partagé le document, moi je peux continuer d'écrire. Voilà, il se passera rien. Et quand on compile, ça se voit pas, hein, c'est une review. Donc il va apparaître quand j'écris, je peux, voilà. Après, je peux accepter ou reject. Et je mets reject, bam. Ce que la personne qui est en review va disparaître. Donc les reviews, c'est très pratique pour que tout le monde voit ce qui a été modifié, pour faire des propositions en fait de modification. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est globalement important. C'était intense, mais faut pas prendre peur. Faut rester curieux et au fur et à mesure, on va s'y faire. De toute manière, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui peut nous aider. On a juste à faire, bam, copier-coller mon texte, voici mon erreur, quelle est mon erreur, écris-moi un texte sans erreur. Si jamais notre overleaf plante, mais c'est toujours bien, si on a un peu de temps, de comprendre les reviews, enfin les erreurs de overleaf pour pas refaire les mêmes erreurs à chaque fois et de comprendre le mécanisme du LaTeX. Si vous avez des questions, vous pouvez essayer de me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre, mais je sais en réalité peu de choses sur LaTeX puisque c'est un langage open source, donc ça change tout le temps, il y a tout le temps des packages à ajouter, tout, enfin c'est infini, on peut faire une infinité de choses